Ce matin-là, en Égypte, comme depuis plus de 5000 ans, le soleil se lève sur les grandes pyramides de Gizeh. À leurs pieds, la capitale s'éveille. Le Nil, lui, est imperturbable aux premiers émois du Caire. Le jour à peine levé, des centaines de milliers de véhicules envahissent de toutes parts les rues de la cité et la couvrent d'un épais voile de pollution. À l'image des pyramides, la ville est démesurée. C'est l'une des plus fortes densités démographiques du monde, 20 millions de kérotes, le tiers de la population égyptienne. Nous sommes à l'est de la capitale. Là se trouve la ville islamique et le Caire médiéval. Là se trouve le Khan al-Khalili, le grand souk du Caire, dont la zone d'influence s'étend sur tout un quartier. Souk, en arabe, cela veut dire marché. Mais l'organisation du souk est particulière. Elle consiste à vendre en gros de tout, venu de partout et à tout le monde. Le Khan al-Khalili est un modèle du genre, un souk mythique qui a traversé les siècles. Son principe a servi d'exemple à de nombreux autres souks, comme celui du Grand Bazar de Constantinople. Ce vendredi matin, comme tous les matins, vers 8 h, les premiers rideaux de fer se lèvent. Le Khan, encore vide de ses futurs clients, appartient encore à ses habitants. Gabriel Mohamed Sadiq, 36 ans, historien du souk, a souhaité montrer le Khan al-Khalili du haut du minaret de la mosquée Al-Ashraf. Un point de vue rare qui permet de mieux comprendre son imposante implantation. Vous pouvez voir par exemple le marché par ici en bas, dans cet endroit-là. Et un peu derrière, il y a le marché du cuivre et des peintres. Et les toits des ateliers qui fournissent le marché. Et sur ses côtés, le marché est entouré de plusieurs mosquées très importantes. Par exemple, il y a El Hussein, qui se trouve sur le côté droit du Khan al-Khalili. Après, il y a un rassemblement des mosquées du sultan Kalaoun, qui se trouve au centre de la rue El Mouiz. Et tout de suite à côté, on retrouve la mosquée du sultan Barkouk, qui date des origines du Khan al-Khalili. Et puis à l'extrémité de cette rue, on aperçoit les minarets de la mosquée Hakim. Ceux qui se trouvent dans le souk en ce moment, les vendeurs ou les artisans là en bas, travaillent dans des ateliers qui datent de 100 à 150 ans. Toute cette population est difficile à estimer, mais on pense qu'elle représente environ 10 000 à 11 000 personnes. Et tous ces gens dépendent du Khan al-Khalili. C'est le matin d'une journée semblable aux autres, durant laquelle les vendeurs devront encore convaincre les clients d'acheter. Shaban Mohamed Zaki descend de chez lui. Il habite au-dessus de sa boutique, comme la plupart des gens du souk. Il a 21 ans et depuis 9 ans, il est vendeur dans une échoppe du quartier aux épices. Gabriel, lui, connaît tout le monde et tout le monde le connaît dans le souk. Il écume le Khan al-Khalili depuis presque 10 ans. Que veut dire Khan al-Khalili? En fait, le mot Khan en turc signifie marché. Et Khalili, c'est le nom de la personne qui a fondé le souk. Il s'agissait d'un prince qui vivait sous le règne du sultan Barkouk. Il régnait sur les soldats esclaves, les Mamelouks, en 1382. Il a construit Khan al-Khalili dans un but totalement commercial, ce qu'on appelle aujourd'hui la vente en gros. Aujourd'hui, ce concept du commerce en gros a changé pour devenir un marché de produits plus touristiques et en même temps, c'est un lieu culturel qui a inspiré et influencé plusieurs générations d'artistes. Nous allons passer sous un porche qui a été bâti sur deux époques différentes. La première remonte à 1382, à l'époque de la fondation du marché, et la deuxième est dans la continuité de la première. Elle a été motivée par le sultan Al-Khouri en 1511, et on peut voir ce qu'il reste de cette construction ici au-dessus de moi. Depuis, les temps ont changé. Longtemps, les marchands du Khan furent parmi les plus riches commerçants du royaume d'Égypte. Ce n'est plus le cas.
En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est que le souk Khan al-Khalili est lui-même toujours une ville dans la ville. Une multitude de ruelles et de rues forment un véritable labyrinthe qui délimite les différentes activités. Les tissus, l'orfèvrerie, le cuivre, les épices et les bibelots pour les visiteurs. Alors que Ra, le dieu soleil, poursuit son ascension dans le ciel égyptien et que les bruits montent et prennent de plus en plus d'ampleur, arrivent les premiers clients kérotes. Jihan Talat est née ici, au Caire, et depuis son plus jeune âge, elle fait ses courses en souk. Ce matin, je suis venue au marché au citron, à l'oignon et à l'ail. En fait, c'est une habitude que j'ai héritée de ma grand-mère. Elle aussi, elle était habituée à venir faire ses courses ici. En ce moment, je passe juste devant la mosquée à Hakim. Tous les Égyptiens, surtout les habitants du Caire, avaient eux aussi pour habitude de venir faire leurs achats ici. Mais aujourd'hui, Khan al-Khalili est devenu un endroit pour les touristes. Mais nous continuons malgré tout à faire nos achats ici. Comme je vous l'ai dit, je suis venue acheter des oignons et de l'ail pour toute ma famille. Bonjour Nasser, comment vas-tu? Je voudrais un peu d'oignon, s'il te plaît. Rouge ou blanc? Rouge. Bien sûr, c'est une grosse quantité. Je suis habituée à venir ici de temps en temps parce qu'on utilise beaucoup d'oignons dans la cuisine traditionnelle égyptienne. Mais je ne l'utilise pas uniquement chez moi. J'en distribue aussi à toute ma famille. Combien de kilos ça fait? 50. À combien? 40 livres. Il y a des sacs conditionnés en 60, 70 kilos et d'autres comme celui-ci qui contient 50 kilos pour un coût de 40 livres. Ce sac est beaucoup trop lourd pour moi, je ne pourrais pas le porter. Si Dieu veut, Nasser, j'enverrai quelqu'un dans 2 jours pour me le transporter, d'accord? Non, pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. En bordure de la rue Sharia El Mouiz, l'une des principales artères du souk, les cuivres astiqués chaque matin brillent de tout leur éclat. Plus ils brilleront, plus l'œil de l'acheteur brillera aussi, jusqu'à déclencher la petite étincelle qui allumera l'envie d'acheter. Beaucoup plus discrets, les artisans sont les véritables clés de voûte du commerce dans le souk. Ne cherchez pas leurs ateliers, vous ne les trouverez pas sans y être invité. On dit qu'il y en aurait environ 600. Personne ne peut confirmer ce chiffre, et surtout pas l'État, qui depuis toujours essaie de recenser tout ce petit monde pour récupérer les taxes. Avec pour principe de fabriquer à l'étage du dessus pour revendre ensuite au rez-de-chaussée sans intermédiaire, les coffres de l'État n'y trouvent pas leur compte. Depuis des décennies, ce ne sont pas les tentatives de recensement de ces ateliers qui manquent. Modestes et surtout mobiles, ces ateliers se font et se défont en jouant au chat et à la souris au rythme des contrôles. Qui et combien de personnes travaillent là? Et surtout, quel pouvoir économique représentent ces ateliers? L'État égyptien aimerait bien le savoir. Les artisans et les commerçants, c'est sûr, un peu moins. Mohsen Zaloul, 41 ans, est le seul dans le souk à peindre des hiéroglyphes dans les cartouches des papyrus et à fournir tous les vendeurs. Il a fait ses études à la faculté des Beaux-Arts du Caire. Ah, c'est bien. On nous a apporté d'un des magasins du souk ces papyrus pour les peindre. L'alphabet des hiéroglyphes, je l'ai appris ici même, dans le souk. Il y a 20 ans que je fais ça. C'est pas nouveau pour moi. Cet alphabet se présente comme ça. Ce sont de vrais symboles qui ont été découverts sur les murs de Luxor et d'Assouan, et aussi sur tous les temples que l'on a découverts jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, nous avons appris ces symboles avec le temps et à force de pratique. Nous avons réussi à bien les assimiler et à les restituer. Il lui faut entre 10 minutes et plusieurs jours de travail par cartouche selon la difficulté. Les prix sont variables aussi. Dans tous les cas, le papyrus doit être de bonne qualité. Là, je vais vous montrer quelque chose maintenant.
Ceci, c'est du vrai papyrus vierge. Avant, personne ne savait plus ce que c'était que du vrai papyrus. On achetait n'importe quoi, parfois très cher. Les gens ont essayé de comprendre. Ils ont même cherché à l'imiter avec la feuille de banane. Ils ont fabriqué une copie du papyrus. Le résultat est visuellement identique, comme celui-ci. Mais lorsque l'on roule la feuille, comme je le fais maintenant, ça, c'est du vrai papyrus. Car lorsqu'on relâche la feuille, elle reste intacte, comme ça. Alors que la feuille de banane, elle, se serait cassée. C'est la seule différence entre le vrai et le faux. Mohsen a terminé ses hiéroglyphes. Son client vendeur le rapporte ensuite dans sa boutique. La plante de papyrus, à l'origine d'une des plus belles inventions de l'Égypte antique, continue à faire vivre une multitude de personnes dans le souk. Dans le quartier aux épices, les poussières puissamment parfumées brûlent les narines et font pleurer les yeux. Les champions du monde des bonimenteurs, les princes du marchandage, donnent libre cours à leur talent. Shaban est en plein exercice de son art. Montre-moi ça. Ah, du coriandre. C'est le coriandre numéro 1 du marché. C'est un coriandre chinois. Montre-moi, fiston. C'est combien? 19 livres. Non, je t'en donne 18. C'est numéro 1. Mais je sais que c'est numéro 1. C'est pas comme l'autre coriandre qui se vend à 13 ou 15 livres. Dis-moi, ce prix te convient, oui ou non? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est à toi de voir. Non, ça marche pas. D'une manière ou d'une autre, il va revenir, parce que ce produit ne le trouvera nulle part ailleurs. Il y a 9 ans que je travaille ici. Ça, c'est du cumin traditionnel. Ça, c'est du poivre. Là, du laurier. Ça, c'est de la gomme à mâcher. Et ça, c'est du carcadé. Tu veux en acheter? C'est du carcadé d'Assouan. Le kilo est à 14 livres, c'est un bon prix pour toi et tu peux m'acheter la quantité que tu veux. Je préfère vendre aux Égyptiens parce que même s'ils négocient les prix, ils achètent toujours en grande quantité. Alors que les étrangers, les touristes, ils achètent 50, 100 grammes et une seule fois. Mais aux Égyptiens, je vends beaucoup. Et quotidiennement, comme à mon client, M. Ahmad, ça fait 4 ans qu'il vient chez moi, 4 ans qu'il négocie toujours les prix. Et qu'il finit par revenir. Et c'est toujours comme ça. La matinée est bien avancée. La foule, de plus en plus compacte, glisse comme de la lave le long de Shariagora el-Kaïd. Le soleil, intransigeant, traque les coins d'ombre et frappe plus violemment encore le bitume déjà surchauffé. Des centaines de touristes jaillis des cars climatisés se plaisent à rêver au conte des 1001 nuits. Mais la réalité est souvent plus féroce. Le quartier du Souk a la plus importante concentration de mosquées du Caire. Parmi elles, la mosquée El Azhar est l'un des principaux centres spirituels du monde musulman. Elle possède aujourd'hui encore un rayonnement politique aussi affirmé qu'à l'époque de Nasser. On raconte que les 9 mètres qui manquent à la pyramide de Khéops auraient servi à finir de construire cette mosquée. Dans le souk, la richesse spirituelle côtoie celle exposée dans les vitrines des orfèvres et des bijoutiers. Jihan, elle, a trouvé refuge à l'ombre d'une ruelle. J'aime cet endroit parce qu'il se trouve au centre du marché. Les rues sont étroites, il y fait frais parce que le soleil ne pénètre pas. Dans cette boutique, ils vendent des costumes traditionnels, des djellabas et des tenues pour la danse orientale. On peut voir la beauté de ces costumes, c'est vraiment magnifique. La danse du ventre est très connue et très pratiquée en Égypte.
Ces costumes sont très jolis, mais ce ne sont que de belles imitations. On peut quand même voir la qualité et la précision du travail réalisé. En fait, ce sont des femmes qui ne font que ça, fabriquer ces costumes. C'est très joli, mais ce ne sont que des imitations, car un vrai costume de danse peut coûter très cher. Environ 4000 livres et même plus. Et puisqu'on parle des femmes et de la danse orientale, vous avez vu qu'on n'en remarque pas beaucoup qui travaillent dans le souk. Peut-être parce que les traditions et les coutumes de chez nous ne le permettaient pas. Elles travaillaient plutôt derrière les portes, sans être vues. Et ce sont les hommes qui s'occupaient plus particulièrement de la vente. À quelques pas de là, les commerces de la rue des Antiquités exposent des pyramides en plastique, copiées à l'identique à des milliers d'exemplaires, des statues de Ramsès, d'Osiris, d'Isis et de scribes dont les noms ont depuis longtemps été oubliés par l'histoire. Il est midi, et comme tous les vendredis pour les musulmans qui représentent la majorité des vendeurs, les activités s'arrêtent pour la prière. Certains ont le temps de se rendre à la mosquée, d'autres, comme Chaban, l'épicier, ne l'ont pas. Ici, dans la rue des Épices, il n'y a que des musulmans. Quand la prière du vendredi arrive, tout le monde va prier et ferme les boutiques. Mais les autres jours, celui qui veut prier peut le faire sur le lieu de son travail, car pour nous, le travail aussi est sacré. Et avec votre permission, à présent, nous allons prier. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Les croyants sont rassemblés nombreux dans l'un des lieux islamiques les plus sacrés d'Égypte, la mosquée El-Hussein. Elle porte le nom du petit-fils du prophète dont on conserverait la tête comme une relique sous un tombeau. Le Khan abrite aussi de nombreux cafés qui accueillent les clients fatigués d'avoir trop marché sous le soleil ou trop longtemps marchandé. Les petits acteurs du souk ont des besoins comblés par une multitude de petits métiers. Le souk fait travailler beaucoup de monde dans ce système pyramidal. Vous voyez, dans les ruelles, on peut voir plein de gens qui travaillent, qui s'activent. C'est parce qu'il y a tout un tas de petits métiers, de petits boulots qui dépendent directement de la vie quotidienne du souk Khan el-Khalili et de son dynamisme. Par exemple, vous l'avez vu, les cireurs de chaussures, il y a aussi des hommes qui livrent des boissons, il y a aussi ceux qui transportent des charges lourdes entre les différents lieux du marché. Les ruelles sont tellement étroites qu'on ne peut rien transporter autrement qu'à dos d'hommes. Et la plupart de ces travailleurs sont jeunes, parce qu'il faut qu'ils soient en pleine forme physique pour bien pouvoir se faufiler dans la foule et faire ces travaux correctement. Le Khan fait vivre bon an mal an des milliers de personnes. Mais ils sont également très nombreux à travailler pour lui dans sa périphérie. Juste derrière la porte Bab el-Foutou, à un jet de pierre du souk, il y a un quartier à la fois proche et lointain du cœur du Khan el-Khalili. C'est un quartier comme des dizaines d'autres au Caire. La moitié des 20 millions de Kairotes a moins de 18 ans. Et on commence à travailler jeune, trop jeune parfois. Une réforme à ce sujet a souvent été envisagée par le gouvernement, mais jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours été différée. En Égypte, l'âge minimum pour travailler est de 12 ans. Saïd nous dit en avoir 14. Il est ramasseur de bouteilles en verre. Un verre teinté qui, une fois fondu et transformé, sera revendu dans le souk. Je m'appelle Saïd Abdel Tawed Badawi. Je suis de Bani Souef et j'ai 14 ans. Je suis en 3e. Je viens ici tous les étés pour travailler et aider mon père qui est resté au village. L'hiver et durant l'année scolaire, j'étudie. Et après mes examens, je viens ici pour travailler et aider ma famille.
Je travaille 1 ou 2 heures par jour et normalement c'est payé 4 livres. Je suis venue ici parce que j'ai été envoyée par mon père et parce qu'il connaît le patron. Ce travail est très dur, mais je gagne de l'argent qui me permet d'aider énormément ma famille. Avec les bouteilles que je ramasse, on fabrique des vases et des flacons qui sont vendus au Khan al-Khalili, mais je ne sais pas où exactement. Ce verre de couleur marron nous sert à fabriquer des vases directement de couleur marron, sans ajouter de colorant. Et avec ce verre-là, on peut fabriquer des vases de la même couleur. Mais celui-ci nous permet d'obtenir toutes les couleurs qu'on veut si on le mélange avec des colorants. Mon rêve quand je serai grand, ce serait de devenir vendeur. Il faut que j'y aille, je dois terminer ma tournée. Lorsque sa tâche est terminée, Saïd rapporte sa charge à la soufflerie où l'attend Yeria Zakaria, le souffleur. Bonjour. Bonjour Saïd. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Du blanc et du vert. Et le marron alors? À la fin de la journée, si Dieu le veut. Et ton père, il va bien? Dieu merci. Combien pour ça? 10 livres. Tiens, merci. Passe le bonjour à ton père. Ça, c'est le verre que Saïd m'a rapporté aujourd'hui. Il y en a de couleur blanche, verte et de couleur du miel. Cette soufflerie existe depuis environ 110 ans. À l'époque de mon grand-père, on faisait chauffer les fours avec du bois, la fumée ne gênait pas, puisqu'il n'y avait personne autour dans ces années-là. Il n'y avait personne, nous étions seuls, et les années ont passé. Il y a 35 ans que je souffle le verre. Ici, il y a 3 personnes qui travaillent avec moi, ce sont mes cousins. Personne d'autre qu'eux ne veut travailler ici, c'est trop dur. Il fait plus chaud qu'en enfer. Personne ne voudrait que ses enfants endurent ça. Je bois 10 bouteilles d'eau par jour à cause de cette chaleur. Et personne ne veut plus faire ça pour gagner si peu d'argent. Nées des petites mains de Saïd et du souffle puissant de Yeria, les bouteilles de verre abandonnées repartent pour une nouvelle vie. Elles paradent fièrement sur les étals du souk. Il y a 110 ans que ça dure, alors... Paradoxalement, si les femmes sont discrètes dans les activités commerciales du souk, c'est au café que les mœurs évoluent peut-être encore plus que nulle part ailleurs au Caire. Jihan en fait la démonstration à la terrasse du Wali El Neyyan en fumant la chicha. La position de la femme a beaucoup changé. Avant, on n'aurait pas pu voir une femme assise au café. Mais maintenant, c'est différent. Aujourd'hui, je suis assise ici et je peux même fumer la chicha. Et ça, c'est vraiment particulier au Khan al-Khalili. À quelques mètres de là, Gabriel, comme toujours après une longue journée, commande lui aussi une chicha. Comme lui, beaucoup d'artistes viennent ici chercher l'inspiration. Culturellement parlant, Khan el-Khalili et tout le quartier qui l'entoure est considéré comme l'un des lieux d'inspiration les plus importants. Entre autres, c'est ici, où il a vécu tant d'années, que le grand écrivain égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature en 1988, a écrit beaucoup de ses livres et de ses romans. Vers 19h, un peu partout dans le souk, les rideaux de fer retombent et certains préparent déjà le lendemain. Et n'oublions pas Shaban, notre vendeur d'épices. Ne serait-ce pas le client de ce matin? Il a eu le temps de réfléchir. Je vous l'avais bien dit qu'il revenait toujours. Le voilà. Alors, t'as trouvé mieux que mon prix? C'est bon, donne. Voilà ton paquet. Allez, viens, on va aller boire une tasse de thé derrière. Comment vont ta femme et tes enfants? Ça va bien. Et ta santé? Tu vas bien? Oui, Dieu merci. Une journée dans le Khan al-Khalili s'achève. Quel qu'il soit, les gens du souk jouent tous les jours un formidable spectacle. Avant que les bars du souk ne redeviennent les lieux nocturnes à la mode du Caire,
Les habitants, pour quelques heures, en reprennent possession. Le soir et la fraîcheur tombent sur le Caire. À la question « Alors, comment s'est passée la journée ?», les vendeurs répondent toujours avec un sourire « Demain sera meilleur ».